invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Lucas. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et avec nous également en plateau Sébastien Paris-Sorvitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Le CAC 40 porté à de nouveaux records grâce aux 4 fantastiques et notamment LVMH et Hermès qui ont publié leur chiffre d'affaires et leur croissance extraordinaire pour le premier trimestre cette semaine. Sophie, sans être trop spécifique, mais je veux dire, ces entreprises et notamment LVMH ont une taille suffisante pour qu'on puisse peut-être en tirer des enseignements un peu généraux, un peu macroéconomiques même peut-être, sur l'appétit de consommation pour le secteur du luxe, bien sûr, pour la consommation discrétionnaire peut-être plus largement, et puis plus précisément encore peut-être l'appétit renouvelé de consommation en Chine. Oui, c'est extrêmement bien. Merci. Non, mais parce que je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas stock picker et que, effectivement, LVMH est une action particulière. Mais là, c'est tellement emblématique qu'il faut en parler. Le luxe, c'est notre tech à nous. En Europe, effectivement, c'est un secteur qui suscite toujours autant d'intérêt et qui n'a cessé de monter dans les indices. Et c'est vrai que ce qu'on est tenté de lire, c'est dans cette très très belle performance, c'est que c'est aussi un proxy pour s'exposer à la demande chinoise et à la réouverture chinoise. Et ce proxy, il est effectivement confirmé par les très très bons chiffres d'activité qu'on voit. J'entendais Alix dire là en préambule effectivement qu'Hermès avait une très forte progression de sa demande au Japon. On sait que le Japon se réouvre aussi aux touristes étrangers et en première ligne aux touristes asiatiques. Donc il y a effectivement une demande, un appétit qui reste toujours très très fort pour le luxe. La consommation en Chine, elle est déjà repartie, j'allais dire, à plein régime. C'est une montée en puissance progressive, graduelle, au-delà du luxe. Est-ce qu'on peut l'observer à travers d'autres secteurs, d'autres anecdotes ou d'autres éléments d'évidence venant des entreprises ? Alors ça a été, pour le moment, c'est plutôt progressif. La réouverture est quand même relativement récente et je pense qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de cette réouverture chinoise, de consommation revanche, et c'est quelque chose qui vient très très progressivement. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment observé une consommation de revanche, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement et qui se matérialise effectivement, pas seulement dans la consommation. On a vu aussi que les ménages chinois commençaient à se tourner à nouveau vers l'immobilier, ce qui en soi, les derniers chiffres étaient meilleurs, ce qui en soi était une surprise puisqu'il y a eu une consolidation très très forte du secteur immobilier, une crise, on peut même dire une crise assez notable du secteur immobilier. Maintenant, les demandes à l'industrie, les exportations commencent à repartir, etc. Donc on a cette réouverture qui se fait progressivement et qui accélère. Donc voilà, donc on est dans cette matérialisation. Mais c'est vrai que, et c'est ce qu'on se disait, du point de vue de l'investissement, pour les investisseurs internationaux, il y a un inconfort à aller investir directement en Chine à cause des tensions géopolitiques avec les États-Unis. Et que les proxys, que ce soit dans les matériaux, que ce soit au travers du secteur du luxe, en Europe, etc., a été préféré par les investisseurs. Oui, traditionnellement, on se disait, tiens, je veux m'exposer à la Chine. Si je suis en Europe et que je suis bien en Europe, je vais aller sur le DAX, je vais aller en Allemagne. Là, c'est le CAC qui en profite. Oui, parce que la reprise au niveau industriel est plus lente. Et c'est vrai que le CAC a été en première ligne. Un des messages qui était fait passer par le directeur financier de LVMH hier sur la Chine, donc ils font quand même 22% de croissance en Chine pour la division modé maroquinerie, Louis Vuitton, Christian Dior. Il dit, ça se passe bien sans excès. 22% de croissance. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierre ? Je sais qu'on est sur des sujets qui sont macroéconomiques, mais encore une fois, c'est tellement emblématique d'avoir aussi ces entreprises-là sur notre marché parisien. Je rappelle au passage, c'est pas juste par chauvinisme qu'on parle du CAC 40 et des stars du CAC, mais la place de Paris est la première place boursière en Europe, y compris devant le UK aujourd'hui. Enfin, c'est pas un marché anecdotique non plus. Ah non, pas du tout. Et en plus, nous, parce que parfois on se dit, c'est la France, c'est franco-français, c'est petit, personne ne regarde. C'est le meilleur marché du monde depuis le début de l'année. Alors, il y a aussi qu'on ne pense pas que le CAC 40 soit un marché français, mais bien évidemment très international. Nous, on est ravis de la performance du groupe du luxe parce que ça valide quelque part notre scénario qu'on a depuis la mi-décembre, à savoir des risques à la hausse plutôt qu'à la neurasthénie et à la récession. On n'est pas du tout sur un scénario récessif.
récessif. Et je pense que des résultats comme ça, c'est extrêmement constructif sur la croissance mondiale. Ça donne une véritable indication sur finalement où est l'inflation, où est la croissance. Est-ce que finalement tout le monde peut en profiter? Est-ce que finalement on va éviter ce biais récessif qui traîne quand même encore dans la tête des gens? On n'est pas du tout sur ce biais récessif et on trouve que c'est extrêmement constructif. Donc on est ravis, non seulement pour les entreprises, mais aussi que ça valide un scénario qui est plutôt finalement optimiste par rapport à un scénario pessimiste tel qu'on avait des attentes au début de l'année. La clé pour vous, c'est la bonne tenue de la consommation. La clé macro un peu devant nous, là. En fait, c'est un peu tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les résultats soient communiqués à taux de change constant. Donc ça veut dire quand même que finalement la faiblesse relative de l'euro ne joue pas réellement dans la force de la consommation. Bien sûr, il y a la réouverture des économies après la vague de Covid, mais c'est plus, je pense, une ambiance, et en plus on est dans la consommation discrétionnaire, donc c'est vraiment pas des biens essentiels. Donc on a finalement un monde qui se tient bien malgré des forts vents de face sur la géopolitique, notamment à l'Est, et je pense que ça explique aussi la moindre performance du DAX. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi vraiment toute l'Europe de l'Est. Voilà, donc on pense que ces résultats vraiment nous offrent un bol d'air, en tout cas sur les marchés, et c'est salué heureusement par la planète financière. Sachant que là, on parle quand même d'un secteur qui a un pricing power démentiel. Qui a un pricing power démentiel, encore faut-il qu'il y ait des consommateurs pour le vouloir, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Non mais c'est pas par c'est pas par hasard. Ah non, c'est pas magique, non, mais ça. Non, mais en fait, vous allez voir que on a aussi un des secteurs qui ont un pricing power démentiel, c'est certaines parties de l'automobile. Si je regarde le fleuron Peugeot, alors on peut dire qu'il a un pricing power, et même Renault, on va dire qu'il y a quand même un pricing power important l'année dernière, et on va voir les résultats cette année, mais on peut espérer que ça se passe aussi bien. Et donc quand la consommation discrétionnaire se passe bien, vraiment on a quand même un optimisme qui se répand. Ça va nous amener à la question des marges, de l'inflation et des marges, évidemment. Mais c'est intéressant l'exemple du secteur automobile. On a bien compris pourquoi ils avaient regagné en profitabilité avec des goulots d'étranglement qui les ont poussés à produire les véhicules qui étaient les plus margés. Ce phénomène, il peut perdurer encore, ou est-ce qu'on peut très vite se retrouver dans une situation qui se renverserait avec des goulots d'étranglement qui vont se détendre quand même d'une certaine manière? Tesla nous dit, moi je baisse mes prix, alors parce que peut-être je suis agressif, je veux gagner des parts de marché, mais c'est aussi parce que mes chaînes de production se détendent et que je peux donc commencer à baisser un peu mes prix sans forcément trop entamer mes marges. Alors, Tesla, c'est quand même un micro-marché. Et voilà. Micro-marché. Non, mais c'est un micro-marché sur la planète automobile. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de voir le partage de la valeur. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2021-2022. L'inflation, en fait, crée des profits très élevés, mais ces profits très élevés, finalement, profitent un peu aux employés également. Donc on a finalement une montée en gamme des consommateurs, et on va voir si ça peut perdurer, mais j'ai quand même l'impression que sur le mix produit, on est quand même plutôt pas mal, et la montée en gamme finalement se concrétise de trimestre en trimestre. Ouais. Bon, cette histoire d'inflation et de marge, comment vous la regardez à ce stade, Sébastien? La montée continue de l'inflation en 2022, on l'a constaté ex post, a été très profitable pour les marges des entreprises, les salaires également, mais les marges en Europe notamment ont très largement profité de cet esprit inflationniste généralisé, tout secteur confondu. Maintenant qu'on commence à observer des signes de détente, voire de décélération, voire de désinflation, est-ce que c'est le moment où il faut commencer à s'inquiéter justement de la tenue des marges en général et peut-être spécifiquement pour certains secteurs? Écoutez, moi je suis assez sceptique sur le fait de dire que le luxe est un leading indicator, comme on dit, sur l'économie mondiale. Moi depuis de nombreuses années, j'appelle ça le trait des inégalités. Je pense qu'il n'y a rien qui représente mieux la façon dont le monde s'est décomposé sur peut-être les 2 décennies, et surtout la dernière décennie, avec ces tombereaux de liquidités qui ont fait des énormes richesses. Il faut se rappeler que pour ce qui est de
Vuitton et toutes les boîtes de luxe qui vendaient beaucoup en Chine, elles ont perdu pas mal l'année dernière. Et donc là, il y a un rebond très fort et le marché achète quelque chose qui reste extraordinaire. On se dit pourquoi les gens continuent à acheter des sacs, continuent à acheter ces choses rares aussi massivement. Mais quand même, quand on regarde la croissance mondiale, elle est très faible, elle va s'affaiblir. Si vous regardez le FMI ou tous ceux qui font de la projection économique, vous dites que c'est quand même pas génial. Alors, sur les marges, justement, voilà un secteur qui a un pricing power sans limite. Les riches, dès qu'ils peuvent sortir de chez eux, comme les Chinois aujourd'hui, c'est les premiers qui sont se déplacés. Il y a cette demande réprimée et ils sont allés chercher ces choses très chères et eux, ils peuvent le monter. Alors, je crois que Kering, qui est moins bien placé chez les Chinois, a eu du mal, surtout que certains de ces sous-marques ont été attaqués en Chine. Il y a eu des controverses. Des controverses. Non, mais tous les boîtes du secteur ne sont pas logées à la même enseigne. Et donc, encore une fois, sur les marges, on a eu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette reprise, où depuis le Covid, il y a tellement des choses particulières qui arrivent, et notamment les goulets d'étranglement ont permis, c'est vrai, à beaucoup d'entreprises d'augmenter leurs prix. Tesla avait beaucoup augmenté ses prix. Là, c'est un petit coup de rappel parce que le marché chinois est très compétitif au niveau des automobiles électriques et donc ils baissent leurs prix. Tout le monde va en bénéficier parce que les Américains vont en bénéficier aussi. Donc moi, j'ai du mal à voir ces secteurs comme étant des indicateurs d'une direction quelconque. En revanche, sur les marges, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Comment ça se fait que les marges restent aussi élevées, que ce soit au niveau des indices, quand on regarde les résultats financiers, ou même quand on regarde par la comptabilité nationale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on regarde des marges très élevées alors qu'on voit des coûts monter. Alors évidemment, c'est quelque chose d'étonnant, mais en fait, ça traduit quelque chose d'assez simple. Ça traduit qu'on est toujours sur une sorte de situation de surchauffe et un excès de demande par rapport à notre offre. Comme vous le disiez, il y a des goulets d'étranglement qui se stompent en tous les cas, voire qui disparaissent complètement. Les indicateurs qui suivent ça montrent que on est revenu à la normale. Et donc, c'est normal qu'on commence à voir des marges qui vont commencer à baisser parce que les coûts, eux, ils n'ont pas baissé. Les coûts salariaux montent moins vite que l'inflation encore, mais ils montent aux États-Unis, en Europe un peu moins. On va voir même au Japon monter les négociations salariales au Japon. Donc je pense que la tendance des marges est à la baisse. On l'a déjà dit plein de fois. Enfin, à côté des salaires, il y a des coûts d'entrants qui ont quand même très franchement reculé depuis quelques mois. Du transport aux matières premières. Quand même. Mais qu'est-ce qui commande les marges ? C'est quand même les salaires. Pour les services, non, c'est l'élément le plus important. C'est vrai qu'au niveau des charges sur l'énergie, etc., vu les niveaux de prix qu'on a déjà atteints, on va avoir une amélioration sur certains coûts. Il n'empêche qu'il faut maintenir ce prix. Mais qu'est-ce qui va déterminer ça ? C'est la demande. Et la demande, moi, je ne vois pas ni accélérer, je ne vois pas quelle est la raison qui nous permettrait de l'avoir accélérée. Qu'est-ce qu'on voit ? On a des taux d'intérêt réels qui vont s'élever parce que l'inflation va reculer. Donc, qu'est-ce qui va stimuler la demande ? Quel est le facteur qui va stimuler ? On va aux États-Unis sûrement vers une récession qui va être fragile. Même la fête pour la première fois, du moins le staff nous dit, le personnel, les économistes, on aura une récession aux États-Unis, même si elle est modérée. Ça ne peut pas se faire sans que la demande souffre. Et ça va faire baisser les marges. Est-ce que ça va être brutal ? Ça va être terrible ? Non. Le marché n'y croit pas et c'est le sujet le plus difficile aujourd'hui. Les taux sont au ras des pâquerettes et on ne comprend pas. En fait, on comprend pas. Même aujourd'hui, la volatilité des taux, vous avez vu, oui, bien sûr. C'est un truc de dingue. De ouf. Comme disent les jeunes. Voilà. Non, mais si les taux réels montent parce que l'inflation baisse, mais c'est que les salaires réels vont aussi monter, Sébastien. Non. En pouvoir d'achat, avec les hausses de salaire embarquées devant nous, et moins d'inflation, donc la demande va réaccélérer. Et les marges. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc ça veut dire que les coûts
réels vont monter. Et donc, l'inflation, c'est quoi? Ça passe des prix de production au prix de consommation. Le lien n'est pas simple. Il n'empêche que si vous avez des coûts qui montent, et notamment de la masse salariale qui viendrait à peser sur les boîtes, ça va changer. À moins qu'on se mette à licencier. Et donc, la demande recule. Est-ce qui est sous le cycle classique? Est-ce que ça va être différent? Peut-être. Comment vous regardez cette question des marges à ce stade, avec un phénomène de désinflation désormais devant nous? On verra jusqu'où il se poursuit, à quel niveau on retombe. C'est un peu un casse-tête. C'est une question qui nous préoccupe aussi pas mal. Alors, en compte à nat, effectivement, les marges américaines ont commencé à baisser. En compte à nat, pas boursièrement, mais en compte à nat. Il y a beaucoup d'effets de structure. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs qui, d'ores et déjà, vont avoir des baisses assez notables des résultats et qui commencent à avoir une baisse de la rentabilité. Exemple, et puis, Sophie, les matériaux, l'énergie, etc. Parce qu'elles sont en première ligne des baisses des prix. Et donc, du coup, c'est tout de suite, on le voit tout de suite se manifester. La consommation discrétionnaire, si on fait abstraction du luxe, c'est pas glorieux non plus. Donc, il y a le real estate, l'immobilier. Bon, il y a vraiment quand même tout un pan. Et puis, il y a des morceaux, il y a des micro-anomalies qu'on a relevées. Et notamment, une des anomalies qui apparaît aujourd'hui sont des anomalies qui sont liées aux relances vertes, c'est-à-dire aux relances budgétaires à destination de stratégies net zéro, donc du net zéro carbone, financées par les États. Et alors un segment qui, moi, m'a beaucoup surprise et que je voyais aujourd'hui, c'est le segment du ciment en Europe. Ah oui. Alors, c'est un segment très particulier parce que normalement, ce segment-là devrait souffrir beaucoup de la hausse du prix du CO2. Avait eu une forte hausse des coûts matières, etc. Or, ce segment-là a pu passer 35% de hausse de prix sur les 3 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les contraintes qui viennent notamment avec la hausse du prix du CO2, eh bien, l'offre a énormément baissé. Et donc, les entreprises qui sont toujours présentes sur ce marché-là, en dépit de la baisse de la demande liée à la construction, ont passé des hausses de prix tellement fortes que leur marge ne baisse pas. Donc, il y a des espèces de phénomènes et ça crée, à mon sens, des nouveaux gagnants. Alors, on ne le voit pas que là, on l'a vu dans un certain nombre d'industriels. Il y a beaucoup d'industriels qui ont surpris, notamment en Europe, avec des très bons chiffres, qui se tiennent, en fait, qui continuent à se tenir. Alors que quand on regarde les PMI manufacturiers, tout le monde est... ça a plongé. Ça a plongé. Mais ça ne se voit pas dans les boîtes. C'est-à-dire que les grands industriels qui répondent effectivement à ces enjeux de transition énergétique, l'électrification, le truc, n'ont jamais été aussi bien. Et voire ont eu une sorte de re-rating de leur rentabilité, c'est-à-dire que leur rentabilité en tendance s'est améliorée. Alors, est-ce que c'est durable ? C'est assez difficile à le dire. En tendance générale, on va avoir effectivement des marges parce que moi j'ai l'impression que c'est ces hausses de prix effectivement qu'on a observées. Les entreprises surtout en Europe, avaient peu monté les prix pendant très très longtemps. Donc là, elles ont profité. En fait, il y a une sorte de marche d'escalier de hausse de prix qui s'est faite. Les entreprises en ont profité. Ça reste l'Europe. Il est difficilement imaginable. Il y a un côté one-off. Il est possible. On est surpris, on va de surprise en surprise de toute façon dans l'ère post-Covid. Vous le disiez, ça a énormément déformé le fonctionnement habituel et on a toujours des effets secondaires. Mais il est possible que ce soit une grosse marche d'escalier et qu'après ça se normalise. Est-ce que, et alors la question de l'auto était super intéressante, est-ce qu'il y a eu un changement de mix qui va faire que les marges sont soutenables sur un niveau un peu plus élevé ? Ça peut être le cas pour l'auto, parce que finalement, on ne produit plus la même chose. Les constructeurs ne vendent plus la même chose. Et en plus, ils en produisent moins. Donc, voilà. Ça veut dire quand même que la voiture pour tous, c'est un peu moins l'idée, quoi. Peut-être que c'est un peu moins souhaitable. Oui, non, mais bien. Enfin, c'est une autre question. Oui, c'est un autre. Mais voilà. Mais oui, il y a des. Enfin, en tout cas, il y a des changements. Et c'est vrai que ces grands enjeux qui sont soutenus par une politique volontariste des États, ont aussi des incidences et changent un petit peu la donne cyclique. C'est surtout ça, mon impression, c'est qu'il y a un petit peu, il y a des secteurs qui étaient très très cycliques, qui deviennent un petit peu moins, qui ont un peu une meilleure visibilité. Là, on sort de la question, effectivement, de ces valeurs. Je suis d'accord avec vous, le luxe. Non, mais les politiques industrielles, effectivement, pour certains secteurs, donnent de la visibilité et permettent de lisser aussi un peu le côté cyclique de ces secteurs-là. Pierre, sur les marges, disons un mot aussi peut-être des premiers résultats des banques américaines. Ça a l'air... Alors, on parle des méga-banques, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Pour ce groupe-là, on aura les autres, Goldman, Morgan Stanley, etc., Bank of America la semaine prochaine. Mais le premier trimestre a l'air d'être un trimestre très bon
marquée notamment par le dynamisme des activités de crédit tournées vers les ménages notamment. Oui, mais ça, de toute façon, on va voir un peu ce qui se passe également en Europe, mais on reste quand même dans la grande énigme d'une croissance qui a l'air d'être molle, avec un chômage qui est au plus bas, et finalement des ménages qui s'en tirent plutôt bien. Donc on a une énigme à laquelle on ne sait pas répondre, mais on a quand même des facteurs de soutien de la croissance. Parce que je voulais revenir quand même sur le fait de la croissance. Ce qui est intéressant, c'est que ça batte les anticipations. C'est pas que la croissance soit optiquement très forte, c'est pas ça. Oui, elle est médiocre. C'est la différence entre deux dynamiques. Et on ne s'attendait pas à une croissance finalement plutôt positive en Europe et aux États-Unis. Là, on a vu que les États-Unis, si on regarde certains indicateurs sur Bloomberg, on sort même de la récession technique et on ne s'attend plus à une récession technique au deuxième et troisième trimestre. On n'a plus qu'un trimestre de croissance négative. Donc en fait, il y a beaucoup d'énigmes dans la puissance de l'emploi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le fait que le pouvoir est maintenant aux employés et plus vraiment aux entreprises, qu'il y a une difficulté à recruter. Et ça, c'est quand même pas un facteur évident de crash de croissance à court terme. Et là, on parle d'anticipation post-choc SVB et toutes les inquiétudes et toutes les craintes qu'on avait encore il y a quelques semaines seulement. Exactement. Et sur les banques, ces résultats, ils sont extrêmement encourageants de notre point de vue. Alors, je suis vraiment désolé, je suis peut-être des lunettes roses, hein, mais on a le droit vraiment, positif, quand on voit des résultats de banque aussi impressionnants avec des dépôts, il n'y a pas de bank run, donc on était vraiment sur... C'est les méga-banques, hein. Non, mais on verra, parce qu'il y a des petites banques régionales qui vont publier aussi. Hein. Est-ce que c'est là l'important ? Ce qui est extrêmement important de mon point de vue, c'est que la Fed, qui était sur une réduction de bilan, en 15 minutes, ou presque, a fait un virage à 180 degrés et a remis 300 milliards sur la table pour finalement doucher toutes les craintes des marchés. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on a un aléa moral qui est maintenant institutionnalisé et on ne veut pas de crise. Donc quand on disait que la Fed voulait provoquer une récession hyper forte avec un chômage qui allait s'envoler, franchement là, il n'y avait qu'à laisser les marchés s'exploser. C'est pas du tout ce qui a été fait. Et je pense sincèrement qu'on est dans un processus économique extrêmement contrôlé par les banquiers centraux. Il y a un aléa moral très fort. Les banques américaines qui publient des résultats canons, appelons ça comme ça, c'est extrêmement encourageant, non seulement pour la croissance américaine, mais également pour la croissance européenne. On attend avec impatience le résultat des banques européennes. Et encore une fois, ça valide des risques plutôt à la hausse qu'à la baisse. C'est le retour du Fed put. C'est-à-dire d'avoir vu la Banque centrale réagir aussi vite sur une question de liquidité demandée par des banques en difficulté, on en tire la conclusion que la Fed va baisser ses taux dans 3 mois. Non, mais c'est en fait, encore une fois, le vrai enjeu n'était pas la baisse des taux, ni la hausse des taux. On en a déjà parlé. Le vrai enjeu, c'est la réduction du bilan. Parce que, OK, on monte les taux, ça fait les headlines. Mais ce qui est important, c'est la réduction du bilan. Et cette manière de gérer son bilan pour éteindre les crises, c'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que la Fed a remporté la bataille ou une bataille décisive contre l'inflation ? Est-ce qu'en avril 2023, est-ce qu'on peut commencer à le dire ou pas, Sébastien ? Moi, je ne crois pas. Et la raison, c'est la suivante. D'abord, c'est vrai que la politique monétaire américaine, et pas qu'aux États-Unis, a été celle qui a alimenté des bulles avec beaucoup d'argent dans un monde complexe dans lequel le fait d'injecter de la liquidité, de voir beaucoup de croissance de l'endettement, a créé des risques systémiques tout le temps. Et donc, il fallait éviter ces risques systémiques parce qu'on sait ce que ça donne. Peut-être le Japon reste l'exemple majeur. Évidemment, on peut se référer au passé à 29, mais on a vu ce que c'était une crise cardiaque de l'économie parce que le système financier et bancaire en particulier s'arrêtait. Et donc, la Fed est responsable parce qu'on vivait, parce qu'on pouvait faire ça. Et pourquoi on pouvait le faire ? Parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Et parce que c'est quand même l'objectif essentiel. Il n'y avait pas d'inflation, on n'a pas eu d'inflation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on essaye d'expliquer ça.
Il se trouve que là, on a de l'inflation. Et je ne suis pas tellement d'accord sur la façon de traiter ce qui vient de se passer. Le risque systémique, quand on resserre de 500 points de base presque, forcément, il y aura des dégâts. Et pour l'instant, ce n'est pas la croissance, le premier dégât, même si on a beaucoup ralenti. Non, c'est la sphère financière. C'est la sphère financière. Alors, évidemment, on a quelques banques mal gérées et qui souffrent. Et on a, comme vous le disiez, on a insisté beaucoup sur les grosses banques qui tiennent bon, parce que finalement, il n'y a pas de risque systémique. Et l'intervention, c'est Mickey Mouse, hein, c'est rien. On vient de faire quelque chose de tout petit. Hein. Si vous regardez Et oui, 400 milliards, c'est plus rien, non, Pierre. Non, parce que 400 milliards, en fait, le gros, c'est des prêts qu'on doit tenir au FDIC, qui s'occupe du démantèlement de ces banques qui ont fait faillite. Et c'est pour SVB Signature, pour dire les choses. C'est essentiellement ça. Et donc, c'est une façon de traiter le sujet. Vous dites qu'il ne faut pas se tromper, se méprendre sur l'intention de la Fed parce que le bilan a pu augmenter comme ça en 15 jours de 400 milliards. L'objectif, 95 milliards de treasuries disparaissent. Hein, donc, la Fed n'est plus sur le marché tous les mois. Il continue à disparaître. Mais encore une fois, votre question, est-ce que la Fed a gagné la bataille? La Fed est partie très tard. Et a mal analysé l'inflation, c'est pas la seule. Hein. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était temporaire. Là, ça y est, la messe est dite, on sait que c'est pas temporaire. Aujourd'hui, elle hésite, parce que c'est normal, elle hésite, parce qu'elle voit des fragilités ici et là. On a du mal à établir quel est le bon niveau auquel on est allé. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois. Et donc, cette fragilité, elle est là. Il n'empêche qu'elle voit bien que l'inflation, certes, il y a des bonnes nouvelles, mais on n'y est pas. On est très loin des 2% où on veut aller. Et on peut toujours dessiner une courbe. On ne sait pas. Il y a plein de choses. On parle des marges, ou comme vous le disiez, les entreprises qui profitent de la situation. C'est qu'il y a un excès de demande. Il y a quelqu'un qui peut profiter de là. S'il n'y avait pas de demande, on ne peut pas profiter de monter ses marges. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a développé. Donc, moi, je ne peux pas. Je pense que personne ne peut dire. Ça y est, c'est fait. Et le fait de tergiverser, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas normal quand même qu'on ait cette volatilité sur les taux. C'est pas possible qu'il y a bien un dialogue qui se passe mal entre l'économie, ou ce qui se passe dans l'économie, entre les banques centrales et les marchés. Vous avez une volatilité historique sur les parties courtes. C'est un signal qui doit nous alerter. Ben, je pense qu'il doit nous alerter. En tous les cas, ce n'est pas une preuve de bonne santé de notre système financier. Et c'est vrai que les banques centrales sont un petit peu responsables. Donc, le marché, il a envie de voir les choses de façon très positive. Il y a des boîtes qui font des choses extraordinaires et il faut les saluer. Et nous, on a de la chance d'avoir ces boîtes de luxe, mais on a un problème que je ne sais pas comment ça va se résoudre. Nous, on continue à avoir une hypothèse de récession faible aux États-Unis, modérée, comme on dit. Ouais. Mais je ne vois pas comment on échappe à ça. Mais peut-être qu'on se trompe et que les choses vont mieux se passer que ce que nous, on anticipe. Pour autant, Pierre, je vous redonne la parole, mais est-ce que vous avez dans l'idée que la Fed pourrait rapidement rebaisser ses taux si nécessaire, ajuster ses taux à la baisse ou est-ce que l'idée étant de pouvoir piloter à la fois d'un côté peut-être des épisodes bancaires devant nous encore, tout en gardant quand même le cap sur une inflation effectivement qui n'a pas totalement disparu, même si certains y voient des signaux encourageants quand même aujourd'hui? Alors, si on regarde la dynamique des chiffres d'inflation, là, on vient de baisser de 1%, on est passé de 6 à 5. Ouais. Oui, inflation globale, non mais bien sûr. Sauf qu'en juin, en fait, c'est prévu qu'on arrive à 3,5. Ouais. Donc, pour l'instant, le marché est positionné là-dessus. Alors, en début d'année, on prévoyait d'arriver à 2 en juin. Je note que déjà... quand on regarde les courbes, on est plutôt à 3,5 et puis ça va décroître tranquillement vers 3. Donc ça donne des marges de manœuvre à la Fed, mais c'est surtout là où le marché est positionné qui est très intéressant. C'est que moi, j'ai pas bien compris cette courbe inversée, parce qu'une courbe inversée, généralement, ça veut dire que les marchés obligataires sont, alors là, vraiment complètement dépressifs et jouent un phénomène récessif énorme. Surtout quand on a un 3 mois, 10 ans inversé de 150 points de base. C'est historique, c'est quasiment jamais vu, et c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Mais finalement, on peut voir aussi, alors là, je chausse encore une fois mes lunettes roses, et on peut voir un signal extrêmement encourageant. C'est que le marché pense que l'inflation est sous contrôle et va être de plus en plus contrôlée, et que
c'est pas vraiment que finalement la Fed peut laisser ses taux jusqu'à la fin de l'année vers entre 5 et 5,5, qui est notre hypothèse de taux terminal, et finalement aura des marges de manœuvre pour rebaisser ses taux parce que l'inflation sera finalement sous contrôle. Et quand on regarde, alors certes il y a une grosse volatilité sur les taux, mais si on gomme les effets de panique, SVB ou autres, là, on a quand même une courbe fortement inversée sur le court terme, donc 3 mois et 2 ans, ce qui peut sembler signifier, parce que les anticipations d'inflation n'ont pas véritablement bougé, que le marché joue le fait que la Fed ait plutôt gagné la bataille contre l'inflation, que si on retombe sur 3,5, 3, finalement, on sera dans un monde assez à l'équilibre. Et moi, je trouve que c'est très important, les équilibres financiers actuels, et que ça ne sera pas par plaisir, enfin, ça sera une évidence, finalement, que la Fed pourra rebaisser ses taux tranquillement parce que l'inflation sera sous contrôle. Pour l'instant, certes, c'est un scénario rêvé, mais en même temps, les chiffres publiés donnent plutôt raison aux anticipations. Sophie, entre soft, hard, normal lending. Oui. J'ai le sentiment, effectivement, il y a un message dual un peu entre le marché des actions et le marché obligataire. J'ai l'impression que les investisseurs, un certain nombre d'investisseurs achètent des obligations parce qu'ils n'ont pas le choix et que beaucoup d'investisseurs sont prêts aussi à payer cher pour un hedge. Pendant très longtemps, on n'a pas vraiment pu utiliser les obligations comme un hedge. C'est davantage le cas aujourd'hui. Il y a un risque financier qui s'est matérialisé dans des banques, qui n'était pas d'ailleurs le segment dont on avait le plus peur, parce que le FMI a sorti son rapport de stabilité financière. Alors celui d'octobre était déjà prudent et ils en reparlent là. C'est dans la partie plutôt dans la partie cotée, shadow. C'est-à-dire le shadow, cette partie, donc le non bancaire financial asset, où là il y a les choses qui sont les plus inquiétantes avec beaucoup de leviers. Et face à cette crainte-là, face à cette réalisation-là, qui rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a eu 500 points de base de hausse et que forcément ça a été pris quelque part. Il y a beaucoup de problèmes de liquidité qui peuvent avoir, notamment quand on pense au monde du crédit, qui peuvent créer des credit crunch, donc une attrition. On l'a déjà dans le commercial real estate, dans l'immobilier commercial. Qui peuvent créer des stress assez forts avec des conséquences sur l'économie réelle assez importantes. Et donc je pense qu'il y a quand même plus le côté refuge qui joue pour vous sur la partie obligataire. Voilà, qui sont prêts à payer finalement une assurance assez chère. Mais on verra. Sur le soft hard, nous on est plutôt dans le camp du soft. C'est vrai que la résilience, elle se matérialise. On a une conjonction de désinflation assez notable et de résilience. Mais c'est vrai que la cartographie des risques, en tout cas, augmente aux États-Unis. Il pourrait nous amener vers un scénario un petit peu plus dur. Est-ce que le Japon est de retour, Sophie ? Est-ce que c'est un vrai ou un faux départ ? Alors, on en reparlera, comme toujours, comme tous les 3 ans. Et c'est ça, j'ai jamais autant parlé du Japon qu'en ce moment depuis 3 ans. En tout cas, il est certain qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits au Japon dans plein de domaines, mais à très court terme. Pourquoi est-ce que finalement on commence à regarder le Japon à nouveau ? Il y a 3 grandes raisons. D'abord, c'est aussi un proxy Chine. Alors, de la même façon qu'on est allé chercher le CAC, on peut aussi aller chercher du Japon. Il y a tout un tas de belles boîtes japonaises, notamment dans les domaines industriels de pointe, qui sont très bien implantées au Japon et qui sont très bien implantées en Chine et qui vendent en Chine. Le deuxième élément, c'est que Warren Buffett en a parlé. Donc, bon, si Warren en parle, ça intéresse tout le monde. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Elliott, beaucoup d'activistes anglo-saxons qui sont déjà en chasse depuis plusieurs mois sur ce marché japonais. Mais quand c'est Warren Buffett, oui, c'est Warren. Voilà, quand même, c'est Warren. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça l'est jamais. Alors, ça l'a été beaucoup plus. Oui, là. Ça l'a été beaucoup plus. Aujourd'hui, en équipe pondérée, c'est-à-dire toutes les pondérées, ça se paye moins cher que l'Europe. On est à 12,5 à peu près en PE. Voilà. Je vois qu'il y a la moitié des boîtes du Topix qui sont sous la book value. Absolument. 53% des boîtes du Topix sous la book value. J'ai eu la curiosité de regarder ce que c'était. Forcément. Comme type de société ? Voilà. C'est-à-dire que ce ne sont pas celles qu'achètent les internationaux en général. D'accord. Ce ne sont pas les Keynes et les Fanuc de ce monde qui sont sous la book value. Donc, je comprends. Ce ne sont pas les entreprises dont nous sommes... Ce n'est pas les valeurs internationales qui sont sous la book value. Voilà, exactement. Mais bon, le Japon a quand même pas mal d'atouts. Sa proximité avec la Chine, le retour des touristes chinois, le désintérêt. Personne n'en a. Donc, si on se met à regarder à nouveau et qu'on revient, on a un effet positif. Le soutien très affirmé de la Banque du Japon,
l'activisme même du Tokyo Stock Exchange qui encourage les entreprises à améliorer leur gouvernance. Donc on peut avoir... Pas qu'elle les encourage, c'est qu'elle va les dénoncer si les entreprises n'améliorent. Non, mais à la japonaise, quoi. Les encourage à la japonaise. Ah ouais. C'est spectaculaire quand même. Et donc on pourrait avoir un retour d'intérêt, un retour de flux, parce que de toute façon on cherche des idées, donc c'est possible. Avec une nouvelle ère qui s'ouvre aussi pour la Banque du Japon. Qui s'ouvre pour la Banque du Japon. Après les 10 ans de Et moins hawkish qu'on aurait pu le craindre. Donc, oui, c'est ça. C'était le risque en fait. C'était le risque. Que Ueda soit plus trop hawkish par rapport à la colombe éternelle que restera Kuroda. Ses premiers discours ont complètement contredit cette idée-là. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse au-delà du Japon en matière d'investissement ? On va faire un petit tour de table là-dessus, Sophie. Alors nous, on s'interroge énormément sur... on aime plutôt, comme on est plutôt dans le scénario de résilience et de désinflation, on continue à bien aimer les actions, hein, mais on s'interroge beaucoup sur la partie duration. Est-ce qu'il est temps ou pas de remettre de la duration ? C'est difficile parce qu'on est mieux payé dans le monétaire. Hein, donc quand on touche 3,5 à 4 sur du crédit très court sans risque... Pourquoi les prendre du 10 ans ? C'est ça, c'est un petit peu difficile. Mais donc il y a la question du hedge, il y a la question de la couverture. Est-ce qu'aujourd'hui on achète du cyclique avec éventuellement un petit peu de duration plus longue pour se protéger d'un atterrissage plus dur de l'économie ? Voilà, c'est des questions qui maintenant se posent de façon plus prégnante. C'est un moment obligataire, là. Tout le monde ne parle que d'obligataire, de crédit. Moi, je vois les marchés actions, encore une fois, en Europe. Bon, pour l'instant, les perfs des marchés actions sont meilleurs qu'une stratégie obligataire. Ah, c'est sûr. C'est une certitude. Et donc, le marché a toujours raison. Hein. La question, est-ce qu'il aura... Il continuera à avoir raison. Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tous les cas, c'est notre conviction. Donc, nous, effectivement, on va vers le crédit. Comme vous le disiez, on peut parquer de l'argent à court terme. On est plutôt bien traité, en tous les cas, par rapport au passé. On perd toujours de l'argent en termes réels, puisque l'inflation reste beaucoup plus élevée. Mais sur le crédit, y compris des banques en Europe, après le stress qu'on a eu, on peut trouver sur l'investment grade des choses très intéressantes. Nous, on parque de l'argent sur les obligations bancaires, depuis le choc Crédit Suisse, en l'occurrence, ont bien repris. Ont bien repris, donc, et on est bien rémunéré. Donc, on trouve qu'on prend moins de risques que d'aller ailleurs. On ne croit pas à un risque systémique bancaire en Europe. Donc, on va plutôt se parquer ailleurs. Et après, sur les actions, on est sélectif. On va chercher des choses qui nous semblent plutôt, non pas défensives, mais déjà qui est de une valorisation qui soit attrayante. C'est vrai qu'on ne s'est pas bourré de luxe, hein, c'est certain, parce que celui qui croit que le monde va être toujours le même et que les sacs vont continuer à voler ou être achetés comme des petits pains, c'est possible. Hein. Mais si jamais on a les bénéfices sur 30 ans, ça peut si on a un petit... Pour reprendre ce que... Donc, sans lunettes roses, se dire que si on a un petit peu raison que les choses s'effilochent, à partir de là, les actions devraient souffrir. C'est-à-dire c'est difficile de voir comment ça peut être mieux. Qu'est-ce qui ferait que ça serait mieux que ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des marges, au niveau ce qu'attend le marché, c'est difficile. Le marché, il monte, non pas parce que les attentes sont meilleures sur les résultats, c'est pas du tout ça. Mais il monte parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut pas être mieux. Exactement. Et parce que les taux ont à nouveau sont descendus, les gens les ont poussés encore plus bas, et il y a une sorte de promesse. Les banquiers centraux, tout de suite, vont baisser et vont nous aider et nous offrir ce put qui va nous relancer. Voilà. Pierre, la séquence et la tactique un peu devant, comment vous réfléchissez ? Est-ce que la hausse des actions, c'est des points pour s'alléger un peu en prévision de quelque chose qui s'effilocherait, comme le dit Sébastien ? Est-ce qu'il faut résister à la tentation de vendre trop vite ? On sait que c'est un biais dans les marchés de vendre trop vite. Absolument. Alors en plus, chez nous, les avis sont partagés puisqu'on est deux géants allocataires et en fait, moi, je suis plutôt court en duration et mon collègue est plutôt long en duration. Et force est de constater que j'avais raison en février et complètement tort en mars et vice-versa. Donc effectivement, ça dénote ce problème de volatilité sur les taux et c'est extrêmement difficile d'avoir une position structurelle dans un marché comme ça tant que le taux terminal n'est pas atteint. Donc moi, je préfère les actifs risqués. Donc comme j'ai pas un scénario récessif, j'ai plutôt du crédit high yield plutôt que du crédit investment grade. Mais en tout cas, je suis toujours très court en obligations internationales. Sur les actions, toujours au minimum un neutre, voire positif action et des proxys
OCDE, pays développés, on adore les États-Unis et on aime encore plus l'Europe, une fois n'est pas coutume. Ça tombe bien avec les records du CAC qu'on aura battus tout au long de la semaine et encore au cours de cette séance à plus de 7530 points pour le CAC en séance. Un nouveau record marqué et en clôture à plus de 7500 points ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chevelier d'Orval Asset Management, Pierre Bismuth, Myria AM et Sébastien Paris-Horvitz, la Banque Postale Asset Management.